Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Joanie Robichaud, qui est une experte du marketing territorial. Joanie est aussi une créatrice de contenu qui fait rayonner la Gaspésie partout à travers le Québec et à l'international grâce à ses vidéos qui sont à la fois ludiques et éducatives. Donc, c'est pas mal le sujet de ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Joanie, comment ça va? Ça va super bien. Toi aussi, Francis? Oui, ça va super bien. Je suis content de te recevoir aussi au podcast parce que, dans le fond, on se connaît. On va Oui. pas faire semblant qu'on se connaît pas, mais on se connaît. On a eu la chance de travailler ensemble. On collabore ensemble encore jusqu'à tout récemment. Fait que c'est super le fun de te recevoir aujourd'hui puis de jaser vraiment de ta spécialité que tu t'es développé toi-même là, vraiment. Donc là, présentement, tu crées vraiment beaucoup de contenu qui fait rayonner la Gaspésie, autant sur TikTok, sur Instagram, même sur LinkedIn. Puis, t'as vraiment comme développé ton style qui est propre à toi. Puis c'est un style qui est super minimaliste, super simple, mais qui est vraiment efficace. Puis les chiffres le démontrent. Tu as vraiment des bonnes stats de visibilité sur tes vidéos. Fait qu'on va jaser de ça ensemble aujourd'hui. Mais avant qu'on jase de ça, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de ton parcours, qui est quand même un parcours unique et différent, qui explique aussi un peu la raison pourquoi tu es si à l'aise devant la caméra. Fait que je sais pas si tu peux nous parler un peu de comment tu es devenue consultante là, comme ça à ton compte dans le monde du marketing, puis une créatrice de contenu. Ben avec plaisir. Merci de me recevoir, Francis. Ça me fait super plaisir de pouvoir jaser avec toi et avec tout le monde de ce que j'aime, dans le fond. Moi, à la base, je suis formée comme journaliste. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir journaliste. Donc, j'ai tout fait pour entrer au bac en journalisme à l'UQAM. C'était comme mon rêve dans ma vie. Puis finalement, en intégrant le bac, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça que je voulais faire du journalisme. Mais j'ai quand même fait les 3 années, puis j'ai vraiment appris plein de choses qui, je pense, me sont super utiles aujourd'hui. Tu sais, j'ai eu des cours pour parler à la caméra. Fait que déjà, juste ça, je pense que ça me donne quand même pas une longueur d'avance, mais peut-être une aisance que j'ai pu développer à travers ce que j'ai appris dans ce cours-là. Après mon cours en journalisme, justement parce que je voulais pas être journaliste, j'avais comme envie de faire d'autres choses. Puis quand j'étais au bac en journalisme à l'UQAM, on devait faire une spécialité comme l'équivalent d'une autre session, 5 cours dans une autre thématique. Ça pouvait être en économie, ça pouvait être en culture, en politique. Et moi, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé la politique municipale. Fait que j'ai décidé d'aller un peu creuser cette passion-là. Puis j'ai découvert par la bande le développement régional. Donc, j'ai suivi des cours en développement régional et j'ai compris qu'il existait vraiment comme un cursus scolaire complet dans ce domaine-là. Donc, je me suis dirigée après ça au 2e cycle en développement régional à Rimouski, à l'UQAR. Et j'ai comme toujours eu la chance d'allier ces deux passions-là parce que j'ai fait un petit détour au CLD de la Métis à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Métis en affaires là, parce que les CLD ont été abolis. Mais j'ai travaillé un petit peu dans l'entrepreneuriat. C'est quand même drôle que mon premier travail officiel, mettons, c'était en entrepreneuriat. Mais après ça, je me suis jointe à l'équipe de la ville de Rimouski. Puis j'ai été, dans le fond, à la ville de Rimouski pendant 6 ans pour tout ce qui était les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment moi, à l'époque, qui a lancé officiellement la ville de Rimouski sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai déjà eu à faire de la création de contenu à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ça faisait longtemps que j'en faisais de la création de contenu. Tu sais, ça, c'est professionnellement, mais par la bande, j'en ai souvent fait pour moi-même parce que j'ai toujours été passionnée par la Gaspésie. En fait, du moment où je suis partie de la région, parce que à l'époque, je voulais justement tellement faire mes études en journalisme à Montréal, je voulais quitter la région. Tu sais, souvent, moi, j'ai grandi dans les années 90 en Gaspésie où le discours était pas le même qu'on a aujourd'hui dans la région. Je voulais vraiment partir d'ici, mais du moment où je suis partie, j'ai jamais été autant gaspésienne. Fait que j'ai toujours parlé de ça sur les réseaux sociaux parce que quand je suis partie de la région, c'était à peu près à l'époque où les réseaux sociaux ont commencé à exister, tu sais.
Donc, j'ai toujours eu à marier ces deux intérêts-là entre communication et développement régional pour parler de ce que j'aime. Finalement, j'ai eu des enfants, puis même si j'adorais Rimouski, je me suis dit, bon Dieu, c'est vraiment pas ici que je veux les élever, c'est en Gaspésie que je dois retourner. Donc, j'ai eu l'appel de la région, puis je suis revenue en Gaspésie il y a quelques années. J'ai eu la chance de travailler avec quelques organisations vraiment chouettes dans la région. Puis finalement, le travail autonome m'est comme apparu comme la réponse à toutes les questions que j'avais pour être capable de vraiment avoir un équilibre de vie, justement, avec des jeunes enfants, pouvoir profiter de ma région. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis lancée comme travailleuse autonome. Ça fait un petit peu plus qu'1 an et demi là, que je fais ça à mon compte. Puis, c'est vraiment en me lançant, justement, comme travailleuse autonome que j'ai remis la création de contenu dans mon horaire de façon plus quotidienne, de façon plus régulière, puis que là, je peux en faire vraiment pour le plaisir. C'est pas qu'on m'empêchait de le faire avant, c'est plus que j'avais probablement moins de temps. Puis tu sais, j'étais toujours aussi en lien avec un employeur. Maintenant, tu sais, c'est moi mon employeur, fait que je peux dire ce que je veux sur les réseaux sociaux, là. Oui, vraiment un parcours super intéressant. Puis là, présentement, une de tes spécialités, c'est le marketing territorial. J'aurais adoré te recevoir aujourd'hui et parler un peu plus de ça, mais on a choisi, tu sais, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu jaser, on a choisi de jaser un peu plus de la création de contenu de manière simple et ludique et efficace. Mais rapidement, peux-tu nous parler un peu, c'est quoi le marketing territorial? Ouais, le marketing territorial, dans le fond, c'est des territoires qui vont utiliser le marketing pour se distinguer. Ça a beaucoup été utilisé au niveau touristique à la base. Tu sais, on peut penser à I Love New York, I Am Amsterdam. Tu sais, c'est des marques super évidentes pour nous qui ont utilisé le marketing territorial pour se faire connaître. Puis au fil du temps, ben les différents paliers de gouvernance se sont mis à utiliser le marketing pour faire connaître leur territoire, pas juste pour le visiter temporairement, de façon touristique, mais pour l'habiter de façon durable. Donc, de plus en plus, il y a des villes, des municipalités, des MRC, des régions qui vont essayer de se distinguer pour attirer des gens à venir s'installer sur le territoire. Fait que c'est sûr que moi, en ayant œuvré dans le milieu municipal, ben, par la bande, on en faisait du marketing territorial. Puis j'ai eu la chance de travailler au sein de l'équipe de la stratégie Vivre en Gaspésie, qui est vraiment une stratégie de marketing territorial en Gaspésie. Là, on était vraiment dédiés à ça. Puis c'était un sujet que j'avais touché dans mes études en développement régional, là, l'appartenance territoriale, le marketing territorial aussi. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant et passionnant, puis que j'intègre malgré moi dans ce que je fais comme création de contenu sur mes réseaux sociaux, parce que ce que je fais en fait, c'est parler de ma vie dans ma région, là. Ouais, ben c'est ça. En fait, t'es une influenceuse, entre guillemets. Tu sais, souvent, on voit des influenceurs qui sont un peu plus axés sur... ils influencent par rapport à, mettons, de l'entraînement, puis ou des influenceurs qui sont un peu plus en lien avec la bouffe ou quoi que ce soit. Mais toi, ton influence, c'est de l'influence de marketing territorial, dans le fond. Ben, en fait, Une influence territoriale. l'influence que je peux avoir a effectivement un lien avec la Gaspésie parce que c'est comme le sujet que je ramène toujours dans tout ce que je fais, tu sais, puis c'est quand même très large dans le sens où ma vie en Gaspésie, il y a plein d'aspects que je peux mettre de l'avant, puis tu sais, ça peut être autant mon quotidien que des commerces, que des faits intéressants sur la région. Fait que effectivement, il y a comme un certain lien avec le marketing territorial puis l'influence que ça peut avoir en faisant de la création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est très cool. Fait que là, tu as dit que en te lançant à ton compte, ça a libéré de l'espace dans ton agenda qui te permet d'avoir un peu plus de temps à dédier à la création de contenu. Peux-tu nous parler justement déjà pour amorcer la discussion de ça ressemble à quoi justement le nombre de temps que tu investis dans ta création de contenu par semaine? Ça ressemble à quoi ton horaire? C'est tellement difficile de chiffrer dans mon horaire parce que, en fait, je suis venue à un moment où j'ai décidé de plus faire de distinction entre ma vie personnelle puis professionnelle parce que tout est imbriqué un dans l'autre. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des vraiment bonnes idées en allant faire l'épicerie ou en allant prendre une marche. Fait que c'est difficile de dire combien de temps je peux passer, mais c'est quand même souvent là, dans le sens que un peu n'importe quand je fais quelque chose, j'essaie de réfléchir est-ce que ça peut être intéressant pour les gens ce que je suis en train de faire, tu sais. C'est ça que
J'ai un horaire de travail dans le sens où il y a certaines journées où je vais travailler, d'autres où je travaille pas. J'essaie de pas non plus me surcharger. Fait que c'est difficile pour moi de chiffrer, mais je pense que ça représente tu sais, un bon 25 à 30% de ce que je fais par semaine, c'est spécifiquement dédié à créer du contenu, que ce soit pour moi ou que ce soit pour des clients que j'ai. C'est sûr que j'ai souvent tendance à délaisser ma création de contenu pour mes clients. Là. Je pense qu'on fait tous ça un peu des fois quand on est solopreneur puis qu'on Ah accompagne oui. des organisations. Mais justement, j'essaie de garder du temps dans mon horaire, surtout pour avoir l'espace mental qui me permet d'avoir des idées, qui me permet de créer, parce que les meilleures idées, je les ai en allant prendre des marches, je les ai en me promenant, en revenant d'un endroit en voiture. Tu sais, j'essaie de garder cet espace-là dans mon horaire pour pouvoir créer ce contenu-là. Puis, je me donne le droit aussi, parce que je suis chanceuse, mon modèle d'affaires me permet de le faire, mais je me donne le droit de pas créer toujours. J'y vais vraiment, si j'ai des idées, j'en crée. Si j'en ai pas, ben c'est pas grave s'il y en a pas cette semaine-là. Tu sais, j'ai pas, je m'oblige pas à suivre un rythme. Je me permets d'avoir différentes vagues d'inspiration dans l'année. C'est sûr que j'essaie d'être relativement constante, mais je me rappelle souvent que je suis humaine. Puis, tu sais, comme j'ai 2 jeunes enfants, souvent, c'est pas moi qui finis par décider au final si j'ai vraiment du temps ou pas, parce que suffit qu'il y ait un petit microbe qui arrive, puis le temps que je m'étais prévu pour ça, ben ça prend le bord, là. Ouais, puis donc là, fait que ça, c'est super important, là, ce que tu dis, c'est de revenir sur le fait, ben oui, tu sais, on essaie d'être constant, puis on essaie d'avoir une certaine routine, mais d'avoir cette flexibilité-là, dans le fond, mais surtout de se créer de l'espace, de se laisser de l'espace dans notre agenda pour être en mesure de créer. Ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important que tu mentionnes. Puis dans le fond, ça ressemble à quoi présentement ton output en termes de création de contenu? En termes de nombre de publications, mettons, par semaine ou par... C'est variable selon la plateforme, là, parce que tu sais, moi, je suis présente quand même sur plusieurs plateformes sociales. J'essaie d'être quelques fois par semaine sur TikTok. Moi, j'ai pas peur de réutiliser de l'ancien contenu. Fait que dernièrement, je retourne voir dans les contenus que j'ai déjà utilisés. Est-ce que je les ramène? Est-ce que c'est le bon moment pour les ramener? Est-ce que je peux le refaire, mais différemment? Mais j'essaie toujours d'avoir peut-être au moins un contenu original par semaine, toutes plateformes confondues. Puis après ça, je vais faire des dérivés sur différentes plateformes. Même chose, mettons, sur LinkedIn, j'essaie d'être là à peu près une fois par semaine, juste pour rester dans l'esprit des gens, mais c'est sûr qu'il faut que j'ai quelque chose de pertinent à dire, là. Fait que, tu sais, des fois, il y a juste rien qui arrive, puis c'est pas grave. Puis des fois, j'ai 2, 3 idées. Puis moi, je suis pas du genre, j'ai vraiment de la difficulté à me dire, je vais garder cette idée-là pour plus tard, là. J'ai tendance à tout vouloir les partager tout de suite. Fait que je me donne cette possibilité-là de justement des fois être un petit peu plus présente, des fois un peu moins présente, mais j'essaie d'être là justement quelques fois par semaine sur TikTok, une fois au moins par semaine sur LinkedIn, puis les autres plateformes comme Instagram, Facebook ou Threads, là, c'est vraiment au feeling ce que j'ai envie de partager, tout dépendamment de ce que je vis, en fait. OK, OK, super intéressant. Donc, vraiment, tu sais, on voit que sur LinkedIn, c'est un peu plus stratégique, entre guillemets, d'être récurrente à toutes les semaines. Puis sur les autres plateformes, là, ben là, t'es justement un peu plus au feeling. Puis, fait que ça, c'est intéressant. Puis, justement, tu sais, tu parlais de quand tu as des idées, tu sais, t'as hâte de les partager. Peux-tu nous parler un peu de ton processus créatif, ces idées-là? Tu as dit tantôt, tu sais, ça arrive souvent comme quand tu es en mouvement, en déplacement ou quoi que ce soit. Donc, comment concrètement tu fais dans ton processus créatif pour générer ces idées-là? Souvent, je vais noter tout ce qui passe, là, puis tu sais, je suis très old school dans le sens que je vais noter ça dans les notes, là, sur mon iPhone, là. Je me casse pas la tête, je vais noter l'idée principale ou, tu sais, ce qui m'a flashé en tête, des fois 2, 3 détails, puis je vais laisser ça comme mariner pendant un petit bout. Je vais y penser malgré moi, ça va revenir, puis ça va vraiment faire son petit bout de chemin. Puis, à un moment donné, je vais m'asseoir devant mon ordinateur puis ça va débloquer, tout simplement. Fait que c'est vraiment comme ça que je réussis, moi, à créer du contenu. C'est en me donnant le temps de le processer. Puis des fois, c'est sûr que quand je veux être un petit peu plus stratégique, mettons sur LinkedIn, là, je me dis, ah, ça serait intéressant que je partage quelque chose cette semaine.
Et tu sais, je vais retourner voir dans mes notes, puis je vais me dire, y a-t-il un sujet qui m'interpelle présentement que je pourrais plus développer? Est-ce que je serais capable de pondre quelque chose? Mais si ça vient pas naturellement, si ça coule pas, je vais pas le forcer, puis je vais juste le mettre de côté pour plus tard. J'essaie de me tenir à jour un peu. J'ai un Trello où je vais mettre mes idées justement sur les différents réseaux sociaux, et sur quelle plateforme je vais dériver quelle idée, là, parce que quand j'ai une idée, elle va pouvoir aller sur LinkedIn, mais des fois, elle va aller aussi sur Instagram, des fois sur Facebook, des fois, je peux faire un penchant sur TikTok. Fait que j'essaie de suivre un peu ça, mais c'est vraiment en me donnant le temps de réfléchir à ces idées-là que je réussis à créer rapidement, parce que quand je crée un contenu, c'est très rare que c'est long. Parce que j'ai pris le temps d'y penser avant, parce que c'est sur un sujet que je vais maîtriser. C'est rare que c'est long, puis j'essaie de faire quelque chose de simple. Tu sais, c'est vraiment ce que j'ai compris qui fonctionnait avec mon sujet, avec mes communautés. J'ai pas besoin d'aller dans le compliqué pour passer des messages. C'est ce que j'essaie toujours de faire, en fait, puis de réfléchir comment est-ce que je peux amener ça de façon simple et ludique. C'est sûr que quand on amène un peu d'humour, d'information, les gens aiment ça. Fait que j'essaie justement de pas passer trop de temps sur du contenu, parce que c'est facile de tomber dans je voudrais donc que ça soit parfait, ça convient pas à ce que j'ai besoin, il me semble qu'il manque quelque chose. D'emblée, je suis pas une personne perfectionniste. Fait que c'est bon pour moi, en fait, parce que justement, à un moment donné, je me dis, bon, ben, ça va être ça, tant pis. Puis c'est souvent le contenu qui fonctionne le mieux, c'est lui où j'ai passé le moins de temps à peaufiner, parce que c'est le contenu qui est le plus vrai. Oui. Donc, tu dis, il y a certains contenus que tu essaies de recycler, mais il y a des contenus que tu déclines d'une plateforme à l'autre. Peux-tu nous parler peut-être un peu de ce processus-là? Parce que, évidemment, ta présence sur LinkedIn et ta présence sur les autres plateformes sont relativement différentes en termes de contenu, parce que sur LinkedIn, tu es un peu plus aligné sur tes objectifs d'affaires en tant que consultante puis d'experte là, en communication puis en marketing territorial, mais sur les autres plateformes comme TikTok et Instagram, ben là, on sent un peu plus l'influenceuse de la Gaspésie, entre guillemets, qui est là. Fait comment tu manages ce mix-là d'intérêt slash de contenu? Ben, en fait, toutes les plateformes sont comme liées entre elles à travers les sujets. Je vais m'alimenter par ce qui est produit sur les différentes plateformes. Par exemple, je vais publier une vidéo ludique et sympathique, humoristique sur TikTok. Puis je vais m'inspirer souvent des commentaires qu'on va me laisser pour faire une réflexion qui a peut-être un peu plus de stratégie ou qui est en lien avec les objectifs d'affaires que j'ai sur LinkedIn, ou là, je vais juste écrire un petit texte en lien avec ça. Tu sais, je vais être capable de rebondir sur les réactions des différentes plateformes, ou juste même des fois sur des discussions que j'ai avec des entrepreneurs que je rencontre dans des activités ou des trucs comme ça. Fait que j'aime ça être capable de faire ces liens-là, justement, puis d'être capable d'avoir une idée puis de la dériver sur les différentes plateformes. Je pense que ça vient avec le fait quand on commence à bien comprendre à qui on s'adresse, quand on comprend bien notre communauté, ça nous permet de s'adapter. Fait que, tu sais, c'est la même idée qui est là dans le fond, c'est juste la façon qu'on l'amène qui est différent en fonction de notre objectif d'affaires puis en fonction de qui on s'adresse. Quelque chose que je trouve vraiment important de faire, c'est justement cet aspect de communauté-là. Tu sais, moi, sur TikTok, je réponds pratiquement à tous les commentaires, puis des fois, j'en ai beaucoup, mais je trouve ça important parce que c'est comme ça que je suis capable de bien comprendre comment la communauté qui est là, elle va réagir, qu'est-ce qui l'intéresse, comment je suis capable de capter son attention une autre fois. Puis tu sais, je vais créer un lien aussi avec ces gens-là, puis c'est pas rare qu'ils vont venir me suivre sur une autre plateforme, justement. Fait que c'est sûr que tout est lié, mais ça part toujours des différents objectifs. Puis tu l'as très bien dit, tu sais, LinkedIn, j'ai clairement un objectif plus professionnel où j'essaie de ressortir en tant que consultante stratège en lien avec les régions du Québec. C'est vraiment ça mon objectif. En fait, je veux que quand on pense à la Gaspésie, on pense à moi. C'est aussi simple que ça. Sur TikTok, ben, j'ai encore cet objectif-là, mais je veux vraiment déconstruire des mythes. Je veux éduquer les gens, je veux faire rire les gens aussi, tu sais, parce que je trouve qu'avec l'humour, on est capable de faire passer beaucoup de messages. Fait qu'il y a ce côté-là que je vais aller chercher sur TikTok, que je vais amener aussi sur Instagram des fois,
Mais sur Instagram, ça va être un peu plus mon quotidien, là, mon day-to-day en Gaspésie, qui va intéresser des gens, des fois, qui m'ont vu sur TikTok, qui veulent en apprendre plus sur la Gaspésie parce que peut-être que ça les intéresse finalement, la vie en Gaspésie. J'ai reçu beaucoup des commentaires de gens qui me disent je pense à déménager en Gaspésie, j'aimerais vraiment ça, mais je suis pas, tu sais, ils ont besoin d'informations. Fait que c'est vraiment pour moi, c'est comme un écosystème complémentaire, en fait. Mais c'est parce que j'aime foncièrement discuter avec les gens que je suis capable d'être à l'aise sur toutes ces plateformes-là, je pense. Parce que c'est la base de toutes ces plateformes-là, les communautés qui sont là, tu sais, puis les échanges. Ouais, puis comme tu le mentionnais, tu sais, un des éléments clés de bâtir une communauté, ben, c'est de prendre le temps justement d'aller s'engager dans les commentaires, de prendre le temps de répondre, mais aussi de prendre le temps d'analyser les commentaires pour s'assurer qu'on comprend bien, dans le fond, qu'est-ce qui a résonné dans le contenu avec notre audience. Puis ça te permet vraiment d'améliorer. Puis en plus de ça, toi, tu sais, t'as comme un autre niveau d'analyse, parce que là, tu analyses un peu comme, OK, tel contenu, ça a généré tel commentaire, mais tu utilises en plus de ça ces commentaires-là pour essayer de t'amener d'autres idées de contenu pour, entre autres, ta présence sur LinkedIn. Donc, fait que tu fais vraiment une analyse un peu plus détaillée des commentaires. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit que les gens, souvent, ils prennent pas le temps. Tu sais, on dirait que, on met beaucoup de temps à créer du contenu, mais moins de temps à aller faire de la vraie gestion de communauté. Alors qu'il y a beaucoup de nuggets qu'on est capable d'aller chercher là à cet endroit-là. Absolument. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte que c'était dans la simplicité que je rejoignais le plus les gens. Il y a une vidéo que j'ai faite sur TikTok qui m'a marquée parce que c'était tellement pas grand-chose pour moi. J'ai filmé la route. Mon conjoint conduisait, j'ai filmé la route, puis j'ai partagé cette vidéo-là sur TikTok en disant notre genre de trafic en Gaspésie parce qu'il y avait pas de voiture, bien évidemment. Mais tu sais, il y avait un paysage incroyable. On voyait le mont Carleton en arrière. Fait que j'ai eu une super belle réponse, une grosse réponse. Là. Les gens, ça a vraiment rejoint beaucoup de gens, puis beaucoup de commentaires, puis d'engagement. L'engagement, c'est pour moi la donnée la plus importante dans tout ce que je produis sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, c'est là que je me suis rendu compte que pour moi, c'était un samedi matin banal. Tu sais, je m'en allais juste... Je revenais de quelque chose de tellement simple. Là. Pour moi, c'était pas extraordinaire, c'est juste mon quotidien. Mais c'est parce que c'est mes lunettes à moi. Si je mets les lunettes de quelqu'un d'autre, c'est probablement quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Puis c'est là que je me suis dit, ça peut intéresser les gens. Puis c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressée à changer ma perspective puis à me dire qu'est-ce qui, dans mon quotidien, peut intéresser d'autres personnes qui n'ont pas ce quotidien-là. Qu'est-ce qui est dans ma simplicité de vie existe pas ailleurs ou est différent ailleurs. Tu sais, d'être capable justement de sortir de notre perspective puis de voir ça des yeux des autres. C'est sûr que j'ai un avantage, j'habite en Gaspésie, là, clairement. J'ai des beaux paysages, puis tu sais, j'ai un rythme de vie que les gens entendent parler, puis il y a quelque chose qui fait rêver, c'est sûr. Mais des fois, on l'oublie justement quand on est ici. Puis j'aime ça aussi le rappeler aux gens qui habitent dans la région, tu sais, parce que j'ai des gens de la Gaspésie qui me suivent sur les réseaux sociaux puis qui vont prendre pour acquis tellement de choses qu'on a. Fait que, tu sais, ça me permet justement d'éduquer puis de sensibiliser à plein de choses en faisant ça aussi. Mais c'est vraiment là que je me suis rendu compte à quel point la simplicité, ça peut être payant. Mais la simplicité, ça veut pas dire la mauvaise qualité ou la facilité parce que être capable de passer des messages de façon très simple, ça demande quand même un peu de travail. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Xarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière.
Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. Donc, ce que tu mentionnes, c'est vraiment important de zoomer in là-dessus, tu sais, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que, dans le fond, c'est vraiment important de changer notre perception de ce qu'on voit au quotidien. Parce que des fois, il y a de l'extraordinaire dans l'ordinaire et on passe souvent à côté de ces idées de contenu-là ou de ce contenu-là parce que on veut être créatif puis on veut créer du contenu, mais on ne sait pas quoi nécessairement. Et souvent, moi, pour les entreprises qui ont un peu plus de difficulté à mettre quelqu'un devant la caméra ou de créer du contenu qui est vraiment complexe ou quoi que ce soit parce qu'on manque de temps ou parce qu'on manque de ressources qui ont certaines habiletés, certains skills, ben, d'être en mesure de documenter des choses qui peuvent, à première vue, être banales, mais comme au vu de nos abonnés qui, eux autres, ne vivent peut-être pas ça à tous les jours, ben, tu sais, ça a vraiment de l'impact. Tu sais, moi, je donne souvent l'exemple de l'émission How It's Made. Ces émissions-là où est-ce qu'on regarde des industries produire des trucs. Puis comme, tu sais, concrètement, les personnes qui travaillent dans ces usines-là, ben, c'est sûr qu'eux autres, ils trouvent peut-être pas que leur job est vraiment incroyable et super cool, mais les gens, ça les intéresse de voir comme ah, c'est fait comme ça, puis des fois, tu as un peu de ASMR qui peut rentrer là-dedans ou quoi que ce soit, puis on est en train de créer un contenu qui, au final, a l'air vraiment banal, mais qui est vraiment intéressant. Donc, toi, comment tu as fait justement pour développer ce réflexe-là, d'enlever un peu tes yeux du quotidien puis essayer de retrouver l'extraordinaire dans ton ordinaire? C'est pas si facile que ça. Tu sais, encore présentement, des fois, j'ai de la difficulté à enlever mes lunettes, puis justement à me dire est-ce que je suis en train de vivre là, c'est pas tout le monde qui le vit. Mais c'est sûr que en ayant côtoyé, par exemple, des nouveaux arrivants en Gaspésie, par les emplois que j'ai occupés, tu sais, j'ai eu à en côtoyer, j'ai souvent eu à discuter. Les gens vont me contacter aussi parce que justement, ils trouvent mon contenu intéressant. En les écoutant, puis en discutant avec eux, puis en entendant leur perspective, ben ça me permet de changer ma perspective aussi. Fait que c'est sûr que j'essaie d'avoir cette curiosité-là pour aller voir comment l'autre reçoit la même réalité que moi, dans le fond. Puis j'ai toujours eu cette curiosité naturelle-là dans le sens où je pense que l'objectivité, elle n'existe pas. Il y a de la subjectivité dans tout ce qu'on fait. On peut essayer d'être le plus subjectif possible, mais c'est impossible d'être 100% objectif. On part tous avec un vécu différent, avec une éducation différente. On n'est pas tous à la même ligne de départ, fait que c'est sûr qu'on peut pas être 100% objectif. Fait qu'en gardant ça en tête, j'essaie de voir justement dans mon quotidien qu'est-ce qui peut être différent ou intéressant pour d'autres personnes. Tu sais, c'est des essais-erreurs aussi, là. Des fois, je me dis ça va peut-être intéresser les gens, puis hop, ça lève un peu moins que je pensais, puis ben, c'est pas grave. Ça a peut-être intéressé une personne, puis c'était la bonne personne aussi, là. Mhm, Il y a mhm. comme, il y a ça aussi de pas avoir peur d'essayer des choses. Puis c'est ce que TikTok m'a permis de faire parce que je me suis jamais mis de pression. Moi, je me suis lancée sur TikTok en me disant, on verra ce que ça donne. J'ai jamais regardé les chiffres avant vraiment longtemps. C'était
pas la raison pourquoi j'étais là. C'était comme un terrain de jeu, en fait, pour moi, au début. Fait que, tu sais, de se donner cette possibilité-là d'essayer des choses puis que ça fonctionne pas, mais des fois, tu vas réussir puis ça va fonctionner, puis on se cachera pas qu'il y a aussi de la chance, là, avec les réseaux sociaux, là. On a beau avoir les meilleures idées, être les plus créatifs, avoir toutes les techniques, et des fois, ça marche juste pas. Fait que, des fois, il y a des questions de timing, là. Des fois, j'ai des vraiment bonnes idées, mais je sais que c'est pas le bon timing. Fait que je vais essayer d'être patiente pour garder mon contenu pour quand ça va être un bon timing. J'essaie aussi de me coller le plus possible à l'actualité pour que ce soit pertinent ce que je suis en train de donner comme information, pour que justement les gens, même s'ils n'ont pas la même réalité que moi, ils sont capables d'avoir un référent. Parce que c'est ça, je pense, le défi, c'est que si on présente quelque chose de complètement différent puis que les gens sont comme, ils n'ont pas le référent, c'est difficile pour eux de comprendre puis d'embarquer puis de s'imaginer ou peu importe. Mais quand on est capable de trouver le sweet spot là, qui permet aux gens d'avoir le référent, mais d'être capable de voir autre chose, je trouve que ça fait des bons résultats. Fait que c'est un peu dans mon quotidien que j'essaie justement de me questionner puis me dire est-ce que ça peut être pertinent. Une des vidéos que j'ai faites qui a vraiment bien fonctionné, j'étais allée à la poste en marchant. Je suis arrêtée sur le bord de la mer faire une vidéo pour dire qu'on n'avait pas de neige encore en Gaspésie. Ça m'a pris 5 minutes, je pense, filmer et faire le montage de cette vidéo-là. Mais le fait que moi, là, pour aller marcher, là, je suis sur le bord de l'eau, ben c'est pas quotidien pour les gens au Québec. Même si nous, ici, en Gaspésie, on l'a tout le temps d'en face, la mer. On oublie qu'elle est là, des fois, tu sais. Fait que c'est vraiment des détails minimes qui peuvent être pertinents. Puis justement, tu sais, là, tu parles, cette vidéo-là t'a pris en tout 5 minutes à faire, fait que super rapide et efficace. Peux-tu nous donner un exemple concrètement, tu sais, comme quand tu dis créer du contenu de manière courte et ludique et simple, minimaliste, ça ressemble à quoi justement comme dans ton process, comment t'as fait cette vidéo-là, par exemple? Ben, cette vidéo-là, par exemple, justement, j'étais partie faire une marche. Puis, je réfléchissais au fait qu'on n'avait pas encore de neige en Gaspésie, parce que là, on est en décembre pendant qu'on se parle, puis on n'a toujours pas de neige en Gaspésie. Et puis, je me suis justement arrêtée, puis j'ai pris mon téléphone, puis je me suis filmée en disant que souvent, en fait, ce matin-là, on entendait qu'il y avait une tempête de neige partout, puis nous, on n'avait pas de neige en Gaspésie. On entend souvent dans les médias, le Québec est plongé dans une tempête de neige, puis nous, on n'en a pas. Fait que là, on se dit, coudonc, on habite au Québec, nous aussi, tu sais. Fait que c'est comme quelque chose de vraiment simple qui m'est apparu, puis c'est ce que je fais, en fait, pour la plupart de mes vidéos, c'est prendre des petites choses du quotidien, puis essayer de les verbaliser en 20-30 secondes. Quand c'est des sujets, mettons, j'ai fait des séries de vidéos sur les expressions gaspésiennes, j'ai fait des séries de vidéos aussi sur la prononciation des villages, je vais quand même avoir une recherche à faire. Faut dire que comme je parle d'un sujet que je maîtrise vraiment bien, la recherche, je l'ai fait il y a plusieurs années, puis je la connais encore pas mal par cœur, mais je vais toujours m'assurer de faire ma recherche. Mais tu sais, moi, du moment où j'ai mon sujet, je vais partir ma caméra, je vais dire mes lignes, puis tu sais, moi, je vais pas écrire, scripter, ça va vraiment venir naturel, puis au pire, je vais recommencer, puis c'est pas vraiment grave. C'est ce que j'aime avec TikTok, en fait, c'est ce côté authentique-là, justement. Fait que je trouve que ça permet dans le processus créatif d'être très simple, puis de justement pas chercher la perfection tout le temps. Fait que ça va être un peu dans tout ce que je fais dans le quotidien, de me dire est-ce que ce serait pertinent d'en parler de façon très courte. Tu sais, c'est souvent le défi, c'est ça en fait, c'est de réussir à être concis avec l'information qu'on veut donner. Mais je trouve que quand on réussit à avoir une idée, des fois, si c'est trop long, ben on peut la morceler en différentes parties pour être capable de faire plusieurs vidéos, rejoindre plus de gens. Tu sais, il y a comme plusieurs techniques qui peuvent être pertinentes. Fait que, tu sais, moi, dans mon processus créatif, c'est vraiment très... je suis pas très organisée, là, je dois quand même le dire, dans le sens où souvent, c'est comme une petite impulsion que j'ai, puis là, je vais documenter ça, puis des fois, ça donne rien aussi, puis c'est pas grave. Là, j'en ai beaucoup des vidéos dans mon téléphone que j'ai juste jamais utilisées. Puis ce que je trouve le fun aussi, justement, dans le format vidéo, moi, le format que j'utilise, je parle toujours à la caméra,
Mais tu sais, je vais enregistrer peut-être 2 minutes, puis si je me trompe, je recommence tout de suite, puis je fais le montage. Moi, j'utilise CapCut ou des fois l'application directement de TikTok. C'est ça qui est facile aussi de couper rapidement les bouts qui sont moins pertinents. Ça permet justement de pas mettre trop de temps à essayer d'avoir une shot qui est parfaite, là, de se donner le droit de pas réussir du premier coup puis juste de recommencer tout simplement, là. Ouais, puis là tu sais, c'est intéressant parce que là, tu dis, tu sais, t'as des formats de contenu où est-ce que tu as un peu plus de recherche parce que c'est sur un sujet spécifique puis tu fais comme une série. Tu as des formats de contenu qui sont un peu plus réactifs, là, justement, basés sur ton quotidien. Puis là, dans le fond, c'est ton montage que tu fais avec CapCut, ça aussi, je pense, tu fais un montage qui est relativement minimaliste. On voit pas vraiment de B-roll ou quoi que ce soit. Comment tu fais euh, en gardant un montage aussi minimaliste pour t'assurer de garder l'attention des gens pour favoriser la rétention puis avoir un maximum de visibilité? J'ai toujours utilisé la même formule sur TikTok depuis le début. Je vais pratiquement toujours commencer avec une question pour capter l'attention des gens ou avec un fait inusité ou avec quelque chose qui va capter l'attention dès les 3 premières secondes. Puis je vais toujours terminer aussi avec une question pour favoriser l'engagement des gens qui viennent répondre dans les commentaires. Puis après ça, moi, je peux renchérir avec d'autres vidéos. Fait que j'ai toujours eu cette façon de fonctionner là sur TikTok. Puis ça a toujours bien fonctionné. Dès le départ, c'était la formule que je voulais utiliser parce que il y en a tellement du contenu de qualité. Moi-même, j'en consomme énormément. Fait que je savais que ça me prenait quelque chose de pertinent pour me démarquer. Quelque chose que j'ai fait aussi, je le fais peut-être un peu moins maintenant parce que des fois, je me donne le droit, mais je réutilisais des mêmes éléments de décor, beaucoup. J'ai souvent une tuque sur mes vidéos TikTok, la même tuque. Les gens me reconnaissent dans la rue avec ma tuque de TikTok. J'avais les mêmes fonds derrière moi de couleurs. Je faisais en sorte que les gens, quand ils tombaient sur ma vidéo, ils étaient capables de reconnaître rapidement que c'était moi qui étais dans la vidéo, au-delà de ce que j'allais dire, en fait. Fait qu'avec ces éléments-là, je pense que ça m'a permis justement de capter l'attention. Ça me permet encore de capter l'attention des gens, justement, dès le départ. J'ai quand même un rythme, moi, je parle vite dans la vie, là, naturellement. Fait que, tu sais, j'ai un débit quand même rapide, dynamique. Tu sais, je trouve ça important aussi de livrer l'information comme ça. Des fois, je vais rajouter un petit peu de B-roll puis de trucs que je vais avoir filmés si c'est pertinent. Mais je m'assure toujours ou presque de commencer mes vidéos avec moi puis ma tuque parce que c'est vraiment ce qui capte l'attention des gens parce que ils m'ont vu passer, ils m'ont peut-être déjà vu passer en fait dans leur fil de nouvelles. Là. Fait que ce format-là sur TikTok me permet vraiment de capter l'attention des gens. Sur les autres réseaux sociaux, j'avoue que j'ai moins tendance à réfléchir à ce que je veux capter dès le départ. C'est sûr que sur LinkedIn, je suis beaucoup dans le storytelling. Fait que j'essaie dès le départ de capter l'attention des gens avec quelque chose d'intéressant. Là, je commencerai pas avec cher réseau LinkedIn, là, mettons. Euh, mais des fois, je me donne le droit de juste mettre ça comme je le sens, puis ça donnera le résultat que ça donnera. Là. Euh, Puis dans le fond, fait que sur TikTok, tu t'as développé ton look pour vraiment que les gens te reconnaissent. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. L'autre chose aussi que tu as fait, je pense, c'est que tu t'assures d'ajouter les sous-titres à tes vidéos. Mais au-delà des sous-titres de ce que tu dis, tu n'as pas tant d'habillage graphique. Hein? Fait que ton branding, entre guillemets, il n'est pas en montage avec un montage compliqué ou quoi que ce soit. Il est vraiment juste avec toi, de la manière un peu que tu te positionnes en termes de cadrage avec ton tout le temps le même décor puis un peu un costume, là, entre guillemets, là, si on veut. Là. Ben, Moi, c'est mon exactement. hoodie noir, tu sais. C'est en Mais, plein ça. Mm. exact. Mais, et côté montage, tu gardes ça vraiment hyper simple avec pratiquement aucune écriture dessus. Effectivement, j'ai déjà fait par le passé, puis j'ai pas vu une si grande différence pour le temps que ça me prenait à le faire. Fait que moi, c'est vraiment dans la simplicité totale. Tu sais, mon branding, c'est ma face, en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que je trouve que c'est difficile. Je trouve ça difficile de faire quelque chose de beau sur TikTok, puis c'est correct parce que c'est pas réfléchi pour être une plateforme où c'est beau, c'est réfléchi pour être une plateforme où c'est vrai. Ça me dérange, moi, quand c'est pas tout le temps beau, fait que je préférais pas en faire que ce soit laid. Il y a juste les sous-titres, justement, que j'essaie. J'ai essayé plein de sortes de sous-titres dans la dernière année, mais il y a toujours des sous-titres. Je dois dire qu'il faut souvent que je les retravaille parce que les expressions gaspésiennes,
c'est difficile à faire générer automatiquement par des sous-titres. Puis, dans le fond, dans ton montage vidéo, est-ce que tu t'assures d'avoir comme une certaine durée spécifique? Est-ce que tu as vu une différence entre tes montages vidéo qui sont un peu plus courts, un peu plus longs? Parce que l'algorithme de TikTok évolue vraiment beaucoup vers les vidéos plus longs. Pendant un bout, on voyait vraiment beaucoup les vidéos tendances de 7 secondes avec un texte seulement dessus, quoi que ce soit. Puis on voit vraiment une évolution de ce côté-là. Comment tu gères cette portion-là en termes de temps? J'ai essayé de faire différents formats de vidéos. Dans mon cas, à moi, avec les sujets que j'apporte, c'est pas mal toujours un 30 secondes qui est le meilleur format. Ça dépend. Je fais très peu de trends aussi, là. Vraiment, j'en ai fait juste pour dire de temps en temps, mais j'étais pas nécessairement, j'en trouvais pas nécessairement qui fitait avec ma niche. Puis pour moi, c'était vraiment important d'être toujours avec une seule niche là pour TikTok. Puis moi, c'était la Gaspésie que je voulais parler. Fait que tu sais, j'en ai très peu essayé des vidéos de justement 7-8 secondes. Puis quand, tu sais, ça fonctionnait au même titre que les autres. Fait que je suis revenue vraiment avec mon 30 secondes environ. J'ai déjà fait des vidéos un petit peu plus longues pour donner plus d'explications, tu sais. Mais c'est pas nécessairement ceux qui vont le plus éclater. Tu sais, ça dépend, je pense, au-delà de le temps, je pense vraiment que ça passe par la qualité puis le type d'information qu'on donne. Fait que je préfère me concentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de livrer comme message. Faut dire que moi, le contenu vidéo, c'est pas quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Avant TikTok, moi, j'en consommais très peu du contenu vidéo parce que ça va jamais assez vite pour moi. Fait que c'est ce que j'aime avec TikTok, en fait, c'est que ça peut être très court. Fait que souvent, je vais créer le contenu que j'aime moi-même consommer, tout simplement, là. Mm. Euh, un autre élément, donc on parle un peu de production de contenu vidéo, mais donc l'aspect minimaliste, l'aspect simplicité dans trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire du quotidien. Mais l'autre chose aussi, c'est d'amener tout le temps une touche ludique, même si c'est du contenu éducatif. Fait que ça, je pense que ça fait partie de l'aspect un peu divertissant de tes vidéos. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi de ta formule qui fonctionne bien. Donc, peux-tu nous parler peut-être un peu de comment tu fais pour, dans ton contenu éducatif, quand même garder ça un peu créatif ou ludique pour justement s'assurer que ton contenu éducatif soit pas juste comme un contenu hyper cérébral? Ben, en fait, c'est comme facile, je trouve, de faire ça. C'est le contenu que je trouve que j'ai le plus de facilité parce que souvent, je vais le faire pour les stéréotypes associés à la Gaspésie, c'est les clichés. Puis je veux dire, il y en a tellement des clichés puis des stéréotypes que vaut mieux y répondre avec de l'humour. Fait qu'on dirait que c'est facile pour moi, justement, de tomber dans les petits clins d'œil humoristiques, justement, pour expliquer aux gens, par exemple, que oui, il y a plein de choses à faire en hiver en Gaspésie, là. C'est pas vrai qu'on dégonfle le rocher percé puis que la région est fermée, tu sais. Parce que oui, on entend de toutes sortes, là. J'aime aussi aller des fois avec les expressions ou les accents gaspésiens. Tu sais, il y a quelque chose de naturel dans ça, dans le sens que dans la vie de tous les jours, je suis une personne qui aime rire, j'aime dire des blagues, je pense que je suis assez phonée, là, fait que c'est facile de le mettre dans ma création de contenu, justement, de ce côté-là. Puis justement, il y a comme j'aime beaucoup les sketchs en général dans la vie, fait que même si je fais pas des sketchs, de m'inspirer de l'idée de base derrière les sketchs pour amener des informations, je trouve que pour moi, c'est la formule gagnante parce que les gens vont beaucoup plus retenir le message que j'ai à passer s'ils trouvent ça drôle puis intéressant que si j'essaie de l'expliquer de façon très cérébrale. Tu sais, je vais donner un exemple très concret. Une question qui divise les gens. Est-ce que Matane, c'est en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent? Je veux dire, je pourrais là, expliquer l'histoire politique, touristique de la région pour expliquer pourquoi c'est un peu des deux. Mais les gens, ils vont perdre leur intérêt vraiment rapidement. À place de ça, je peux peut-être justement partir sur une idée où il y a un débat entre deux personnes. Tu sais, ça m'est arrivé de faire deux personnes qui disent justement « Hey, Matane, c'est en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent? » Puis là, les gens répondent entre eux. Fait que, tu sais, il y a quelque chose comme ça qui peut être drôle, mais ça me permet de passer mon message aussi. Puis tu sais, je suis vraiment
vraiment, tu sais, je dis passionnée, mais légèrement obsédée par la Gaspésie, là. Fait que c'est facile pour moi de faire ça avec un sujet qui me passionne autant, là. Puis là, on parle beaucoup, tu sais, de ta création de contenu comme toi, comme individu, mais comment des marques, des gens qui sont comme dans le marketing pour une marque, comment ils peuvent intégrer ce qu'on parle présentement de manière pratico-pratique? Comment tu leur dirais d'intégrer cet aspect-là là, de la vidéo courte et ludique et minimaliste? Mais tu sais, en fait, c'est justement souvent un des arguments qu'on reçoit beaucoup des marques ou des organisations, c'est le manque de temps. Tant qu'à moi, ce genre de vidéo-là, ça répond exactement à ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué de faire de la vidéo, ça n'a pas besoin d'être compliqué de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Faut juste prendre quelques minutes pour regarder qu'est-ce qui, dans notre quotidien, peut être pertinent. Tu sais, c'est vraiment de donner le droit d'essayer des choses, d'intégrer les employés qui souvent vont avoir des super bonnes idées, qui vont pouvoir nous alimenter. Je pense que n'importe quelle organisation ou entreprise devrait toujours être au courant de ce qui se passe avec les services à la clientèle. C'est là qu'il y a toutes les informations pertinentes pour aller rebondir sur les réseaux sociaux puis répondre à des questions de façon sympathique. Tu sais, on le voit qu'au Québec, l'humour, ça fonctionne vraiment bien sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est à la portée de tous. Bien sûr, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit de bon goût, là. Fait que je pense qu'il faut quand même prendre le temps de réfléchir un petit peu avant de mettre des choses en ligne. Mais je pense que les marques et les organisations ont surtout à se dire que c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. C'est parce que souvent, on se dit, ah mon Dieu, je peux pas créer du contenu pour TikTok en plus du reste, mais on prend pour acquis qu'il faut tout le temps que ça soit tellement extraordinaire, tellement, tu sais, incroyable ce qu'on va diffuser, alors que ça peut être très, très simple, puis ça va quand même répondre à nos objectifs d'affaires, ça va quand même rejoindre notre clientèle cible. Quand ça part du vrai, quand c'est authentique, quand ça part d'intentions qui sont les bonnes, je pense que ça peut juste bien fonctionner. Puis les marques qui n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un à mettre de l'avant dans la vidéo, comment ils pourraient peut-être adapter cette stratégie selon toi? Mais justement, tu sais, tout ce qui est le quotidien peut être pertinent à mettre sur les réseaux sociaux, tant qu'à moi. Fait que ça peut être des processus, ça peut être des endroits, ça peut être des paysages, ça peut être des façons de fonctionner, ça peut être des produits. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut montrer dans notre organisation qui, pour nous, là, on le voit tous les jours. On est tellement habitués qu'on trouve ça vraiment banal. Mais pour d'autres personnes, ça peut être super inspirant puis intéressant, là. Tu sais, puis les gens ont tendance justement à se dire oh, ça va pas intéresser les gens ou à même pas réfléchir si ça va intéresser les gens parce que eux sont tellement habitués que c'est quelque chose de tellement simple, mais on n'est pas obligé justement de vouloir mettre quelqu'un de l'avant, on peut juste réfléchir à qu'est-ce qu'on a dans notre quotidien qui peut être pertinent. Puis si on est capable après ça d'aller en complément avec quelque chose qui est un peu plus ludique, qui est un peu plus humoristique, que ce soit dans la caption, que ce soit dans la façon de partager l'information, ça peut être super pertinent. Puis tu sais, il y a beaucoup de marques aussi, ben puis même beaucoup de travailleurs autonomes qui osent pas nécessairement se mettre devant la caméra ou qui osent pas nécessairement publier parce que ils savent pas si ça va être pertinent, mais ils peuvent commencer par commenter aussi là. Une Hmm. marque qui va commenter sur d'autres comptes, ça peut être super pertinent. Sur TikTok, moi, j'ai commencé en 2020, au début 2022, mais l'année avant, là, je commentais beaucoup sur TikTok. C'est comme ça que je commençais à faire des liens avec les gens ou avec des créateurs parce que j'avais pas encore de contenu à livrer, mais j'étais quand même présente sur la plateforme. Tu sais, ça peut passer aussi de différentes façons, je pense, une présence sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aurais à partager en lien avec ça qu'on n'a pas discuté encore, qu'on n'a pas jasé encore? C'est une bonne question. Je pense qu'on en a parlé quand même pas mal. Je dirais surtout, souvent, j'ai l'impression que les gens ont peur que ce soit pas pertinent, le contenu qu'ils vont partager, puis que c'est cette peur-là qui va décider qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont pas publier le contenu. Mais j'ai envie de leur dire, tu sais, avec des plateformes, par exemple, comme TikTok, là, on passe vite à une autre vidéo. Au pire, s'il fonctionne pas, cette vidéo-là, c'est pas grave. Tu sais, c'est soit qu'on réussit, soit qu'on apprend. Fait qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette vidéo-là? Peut-être que le ton était pas celui qu'il fallait qu'on utilise finalement. Peut-être qu'on aurait pu prendre une autre image.
sais, fait qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre aussi dans la création de contenu. Fait que de se donner le temps aussi. On est beaucoup dans l'ère où tout le monde veut devenir gros rapidement, tout le monde veut devenir viral rapidement, mais je pense que la qualité des échanges, la qualité des communautés va vraiment parler plus pour une marque que la viralité. Ça, c'est pas encore acquis par tout le monde, je trouve, là, mais moi, je me suis toujours misée sur la qualité, j'ai toujours misé sur la qualité plutôt que la quantité. Sur TikTok, là, je viens juste d'atteindre le 10 000 abonnés. C'est pas beaucoup 10 000 abonnés sur TikTok. Quand on y pense, là, il y a des gens qui ont atteint des 100 000 puis des 1 million facilement. Mais j'ai une communauté extrêmement engagée. J'ai beaucoup de commentaires à chaque vidéo pratiquement. Fait que pour moi, cette qualité-là est beaucoup plus pertinente. Puis c'est ça qui me permet justement d'avoir des contenus qui vont devenir viraux. Ben c'est parce que j'ai réussi à avoir une communauté qui va être présente puis qui va être là. Fait que des fois, de miser sur la qualité plutôt que la quantité, puis de se donner le temps de mettre en place notre marque sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, une identité, ça se crée pas avec une seule campagne, là. Des conseils super sages, Joanie. On va rentrer dans la petite section des questions éclairs. J'aimerais ça que tu me parles peut-être de tu me dis c'est laquelle ta plateforme préférée. Donc, on t'a entendu que t'es pas mal multiplateforme dans ton approche. Quand il est le temps de consommer du contenu, c'est quoi ta plateforme préférée? Ah, je pense que c'est TikTok. Je suis vraiment, j'adore TikTok. J'en consomme beaucoup, beaucoup de contenu sur TikTok. Je m'inspire de plein de façons, justement. Fait que je dirais TikTok, c'est vraiment là que je vais aller consommer beaucoup de contenu. J'aime beaucoup Instagram aussi pour le contact avec les gens. Puis LinkedIn, mettons, pour le côté professionnel, mais TikTok reste ma plateforme préférée numéro 1 présentement. Ça serait quoi ton application et ou ton outil numéro 1 qui est essentiel dans ton workflow de création de contenu au quotidien? Je dirais CapCut parce que je fais tous mes montages vidéo avec CapCut. Je la trouve vraiment simple à utiliser. Puis sinon, les notes dans mon cellulaire, je pourrais pas vraiment m'en passer. Très simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce serait qui le ou la créatrice de contenu qui t'inspire le plus présentement? Présentement, j'aime beaucoup ce que fait Laura Pigeon sur Instagram. C'est une fille qui partage son amour pour ses green girls, ses plantes. Puis moi, j'ai zéro le pouce vert, mais je la trouve super inspirante. Puis c'est une fille qui est à Rimouski. Fait que moi, quand des gens sont dans les régions du Québec, ben c'est sûr que j'aime ça. Très cool. Joanie, merci vraiment beaucoup pour cette belle discussion. Merci de nous avoir partagé ta passion, autant de la Gaspésie que de la création de contenu. Ça se sent que tu aimes ça, faire ça, puis que pour toi, c'est pas un défi, c'est pas un challenge. Puis je pense que ça va faire du bien. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de retrouver cette passion-là de créer du contenu. Des fois, ça devient un challenge parce qu'au quotidien, on doit produire pour notre entreprise, on doit atteindre des objectifs d'affaires, etc., etc. Mais de retrouver, je pense, ce petit brillant-là que tu as dans les yeux quand vient le temps de parler de création de contenu, je pense que ça va faire du bien à bien des gens. Fait que merci pour ce beau partage. Merci à toi pour l'invitation, Francis. C'est un plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe d'Isarta qui propulse le podcast, mais avec eux aussi, j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!